007, James Bond, l'agent le plus fameux du MI6 et sûrement l'espion le plus connu du cinéma, avec sa franchise qui ne compte pas moins de 27 films, sans compter ses dérivés. À ce jour, 6 acteurs ont incarné l'agent secret dans la série de films de la Eon Production, le premier d'entre eux, et sûrement le plus mémorable, étant l'Écossais Sean Connery, incarnant à merveille l'agent secret le plus charmant du cinéma. Costard gris ou bleu, Walter PPK, Aston Martin et champagne, il était une fois James Bond, mais Sean Connery pour cette fois. Avant d'être une franchise de cinéma à succès, James Bond c'est tout d'abord 12 romans, dont le premier est Casino Royale. Chacun fut écrit par son auteur Ian Fleming durant ses vacances en Jamaïque, à une exception près. Auteur des romans originaux, ancien espion et officier de la Navy, Fleming se sent grâce à ça très proche de Bond, lui donnant ses propres gadgets ou ceux qu'il a vus en mission. C'est le cas par exemple de la valise multifonction de Bon baiser de Russie. En 1952, devenu journaliste et en vacances dans sa propriété nommée Golden Eyes, l'homme décide de devenir auteur. Cherchant un nom simple et percutant pour son personnage, il tombe sur un livre nommé A Field Guide of the West Indies, écrit par un ornithologue du nom de James Bond. Voilà notre héros. Son matricule 007 vient lui du décryptage d'un télégramme envoyé par le ministre allemand Zimmermann à l'ambassadeur allemand au Mexique. Ce décryptage ayant accéléré l'entrée en guerre des États-Unis à l'époque. Et ceci n'aurait jamais pu se faire sans le code 007-5. À partir de ce moment-là, en Grande-Bretagne, tous les dossiers très importants, top secret, etc., hyper confidentiels, furent classés 00, comme le début des noms des agents dans James Bond. L'auteur a donc retiré le 5 du code, et cela a donné 007. Néanmoins, le livre ne connaîtra pas de grand succès littéraire avant 1961. Car cette année-là, il y a deux choses très importantes pour la licence. La première, c'est que JFK dit que l'un de ses 10 livres préférés, c'est Bon baiser de Russie. Et la deuxième, c'est qu'il y a l'adaptation cinématographique de James Bond contre Dr. No, donc le premier avec Sean Connery. Si la licence James Bond a perduré pendant plus de 60 ans avec des sorties plus ou moins régulières de ses films, eh bien, il y a une raison. La première, c'est que aujourd'hui, James Bond n'est pas juste une petite licence comme ça qui sort avec un personnage. Le personnage est devenu un mythe de la culture populaire. Et en fait, il y a plein de petites choses qui ont été faites dans les films qui rendent ce personnage si iconique. Et en ça, les films ont leur réelle identité. Même si les acteurs changent, eh bien ça restera toujours un James Bond, parce qu'il y aura quelques éléments qui nous feront savoir que c'est un James Bond. Donc cette formule gagnante, c'est quoi? Eh ben on se penche un peu dessus, mais plus pour Sean Connery cette fois. 007, agent du MI6, est incarné par Sean Connery, sûrement son interprète le plus mémorable pendant 6, voire 7 films, si on compte Jamais plus jamais, qui n'est pas produit par les mêmes studios, et qui n'est donc pas vraiment officiel. Mais bon, le Bond de Sean est viril, les poils au torse, c'est un séducteur. Grand, agile, érotique, couchant avec beaucoup de filles, il se met souvent en scène dans des combats et des moments physiques. Notons d'ailleurs que l'acteur faisait pas mal de cascades lui-même. Mais bon, surtout le Bond de Sean, c'est un Bond froid, impassible, dont on ne sait peu de choses, avec une certaine indifférence affective en adéquation avec ses tenues. Simple, froide, traditionnelle, bleue ou grise, mais toujours impeccable. Il est dirigé par M, le directeur du MI6, qui prend toujours le soin de lui expliquer sa mission ou l'empêcher de fricoter à droite à gauche, surtout avec Moneypenny, sa secrétaire. De plus, il est souvent aidé par un agent de la CIA depuis le premier film, nommé Felix Leiter. Il n'est vraiment remarqué que par les fans de la saga, vu qu'il est interprété par 8 acteurs différents et n'a qu'une importance mineure, peut-être due à son origine américaine. Évidemment, indispensable à un James Bond, chacun des films comporte sa fameuse James Bond Girl, présente depuis le premier. Dangereuse, amoureuse, il y en a plein, et elles sont souvent incarnées par des actrices qui ont fait du mannequinat, et qui ont donc l'allure assez sportive.
La première, évidemment, c'est Ursula Andress et sa fameuse sortie de l'eau qui fut reprise dans Casino Royale et même dans d'autres films, hein, parce que cette scène est devenue complètement culte. Mais Bond, c'est aussi des méchants. Dans les Sean Connery, c'est surtout l'organisation Spectre qui règne, signifiant en toute simplicité service pour l'espionnage, le contre-espionnage, le terrorisme, la rétorsion et l'extorsion, au cas où on n'avait pas vraiment compris que c'était les méchants. Introduite dans le premier film James Bond contre Dr No, elle n'apparaît que dans Opération Tonnerre cependant pour ce qui est des livres. Chaque film voit son ou ses membres de l'organisation assignés à un chiffre se frotter à Bond. Leur but est clair, contrôler le monde. Le plus connu d'entre eux étant Blofeld et son chat blanc à poils gris. Bref, être un méchant des premiers Bond, c'est être un sale type et avoir une énorme base secrète 6 pieds sous terre comme Dr No. Et puis Bond, c'est les gadgets, donnés par Q, dont Bond aime se moquer. Ce dernier étant absent des romans, mais introduit dans Bon baiser de Russie, dans les films. Du Walter PPK au Beretta, sans oublier la valise explosive avec un poignard intégré, le propulseur d'Opération Tonnerre et tutti quanti. Sans gadget, il n'y a pas de Bond, et il faut à chaque film redoubler d'ingéniosité pour surprendre le public. Et James Bond, évidemment, c'est une musique. Le thème principal a été composé par John Barry depuis le premier film. D'ailleurs, pour Steven Spielberg, qui a toujours rêvé de réaliser un James Bond, eh bien l'essence de la saga, ce n'est pas l'acteur, c'est la musique. Mais plus que le thème principal de James Bond, qui est un des plus iconiques du cinéma, on est d'accord, depuis Goldfinger, John Barry va, avec un groupe ou un chanteur, enfin des musiciens, créer un générique pour chaque Bond. Évidemment, dans les 2 premiers films, on retrouve un générique assez stylisé, avec des femmes, etc., mais il n'est pas chanté. Pendant des années, de nombreux artistes du moment vont se succéder, avec la lourde tâche de faire mieux que le précédent. Mais bon bref, tout ça, on en reparle en détail plus tard, il est temps de parler de chaque film un à un. En 1961, Harry Saltzman, un producteur, rachète les droits des romans de Ian Fleming et souhaite en adapter sans pour autant en faire une réelle saga. À ce moment, un autre producteur, Albert Broccoli, tente de lui racheter les droits pour en faire, lui, une réelle franchise dans laquelle il veut s'investir et qu'il veut décliner en de nombreux films. Saltzman refusant de lui céder les droits, il va alors proposer de s'associer avec lui. Ils créeront ensemble la société Eon Production qui produira le film distribué par United Artists. Au début, les 2 hommes veulent adapter le roman Opération Tonnerre qui vient de sortir. United Artists n'est pas trop d'accord, ils veulent pour commencer un truc qui coûte un peu moins d'argent et du coup, ils se penchent sur le 6e roman de la saga et qui est sorti en 1958, James Bond contre Dr No. Le réalisateur du film doit être anglais. Règle fixée par Broccoli, qui trouvera assez vite un metteur en scène pour leur film, Terence Young, qui avait déjà pas mal de réalisations à son actif. Le problème se pose à plus sur le choix de l'acteur qui incarnera Bond. Saltzman et Broccoli veulent un inconnu et un anglais. Voilà les règles. Quelqu'un qui deviendra Bond à part entière et que l'on associerait seulement à ce rôle. Les recherches menées déjà à l'époque à Roger Moore, plus âgé que Sean Connery de 2 ans, pour rappel. Mais on lui préféra Sean, qui pourtant ne plaisait pas du tout au réalisateur, et à Fleming, le trouvant trop bourrin, faut dire qu'il voulait plus David Niven dans le rôle. Sean Connery signe donc un contrat de 5 ans pour 1,007 par an, donc contrat qui durera jusqu'en 1966. Pour les autres acteurs, Moneypenny sera joué par Lois Maxwell, qui l'incarnera pendant les 14 premiers Bond, jusqu'à Dangereusement Vôtre précisément, le dernier Roger Moore. Et M sera joué par Bernard Lee, qui lui restera jusqu'à sa mort, donc jusqu'à Moonraker. Enfin, la James Bond Girl sera jouée par Ursula Andress, choisie au casting 2 semaines avant le tournage à partir d'une photo, et le méchant sera incarné par Joseph Wiseman. Bref, l'intrigue est simple, M envoie 007 en Jamaïque,
enquêter sur la disparition d'un de ses collègues. Et ici, James Bond va pour la première fois affronter le Spectre, donc une organisation criminelle qui vise à la domination du monde, rien que ça, et surtout, il va affronter Dr. No. Avec un budget de 950 000 $ et seulement 2 semaines de tournage, eh bien ce premier James Bond marque déjà plusieurs choses qui vont revenir encore et encore dans les autres James Bond. Que ce soit le générique, la musique, les armes et le fameux Walter PPK, le logo 007, les affiches un peu dessinées, stylisées qui perdureront assez longtemps, jusqu'à Roger Moore en fait. Lors de la première projection pour les studios, les retours sont assez négatifs. United Artists voit que ça va pas marcher. Du coup, ils décident de seulement distribuer le film dans certains états des États-Unis, et dans les autres états, il sera disponible qu'en drive-in ou en cinéma de seconde zone. On essaye là-dessus de pas trop perdre d'argent. Le film sort alors en Angleterre le 5 octobre 1962 et en France le 27 janvier de l'année suivante, et contre toute attente, c'est une énorme surprise pour le public et pour la presse. Rapportant près de 60 fois la mise donnée, une recette donc de 59,6 millions de $, et en France, le film est 4e au box-office annuel. James Bond contre Dr. No pose les bases de tous les prochains Bond. Le succès incroyable donne ainsi le champ libre aux deux producteurs. La légende Bond peut commencer. Après le succès surprise du premier volet, la production enchaîne directement sur un deuxième. On reprend la même équipe, même acteur, même réalisateur, même scénariste, etc. À la seule différence que le chef d'écho, Ken Adam, va partir du projet pour juste ce film, après il reviendra pour tous ceux qui vont suivre, parce qu'il va être occupé à designer les décors d'un certain film d'un réalisateur un peu pas connu qui s'appelle Stanley Kubrick, et ce film c'est Dr. Folamour. Les deux producteurs choisissent pour leur deuxième adaptation, Bon baiser de Russie, le 5e livre de la série, et sûrement l'un des plus appréciés, notamment par le président Kennedy, qui le citera comme étant l'un de ses 10 livres favoris. Cette fois, le MI6 reçoit le message d'une certaine Tatiana, une Russe à Istanbul, qui leur propose de leur donner un décodeur top secret russe si ils la font passer à l'ouest. Incarnée par Daniela Bianchi, la dauphine de Miss Univers 1960. En réalité, son personnage est évidemment engagé par le Spectre et par un membre du Spectre, ancien membre du KGB, pour pouvoir avoir James Bond. Bien qu'on soit en pleine époque de guerre froide, les producteurs et les réalisateurs ont décidé d'un petit peu délaisser le fameux « ce sont les méchants russes », même si c'est des Russes, mais de plus se tourner vers « ce sont les méchants de Spectre ». Donc le Spectre, évidemment, on en a déjà parlé, c'est les fameux méchants de James Bond, inspirés du SMERSH. Le SMERSH, c'est le département de contre-espionnage des Russes durant la Seconde Guerre mondiale. Mais plus que ça, le roman, et donc le film, s'inspire en fait de l'histoire de la machine Enigma. Durant la Seconde Guerre mondiale, les Allemands utilisaient pour communiquer des informations, telles que l'emplacement des navires de guerre, une machine nommée Enigma. Les Britanniques ont à l'époque tout tenté pour la décrypter, et celui qui y arrivera se nomme Alan Turing, créant d'une pierre deux coups le premier ordinateur, fait très bien raconter dans le film Imitation Games de 2014, en passant. Mais en 1940, Churchill veut décrypter la machine, et pour ça, il lui faut voler des outils le permettant. Ian Fleming avait alors proposé à l'époque un plan à l'amiral John Godfrey pour arriver à voler ces informations, et il devait même faire partie de la mission. Le plan allait se mettre à exécution, mais il fut petit à petit oublié au profit d'un autre, et d'un autre, jusqu'à qu'Alan Turing en vienne à bout. Et donc c'est cette histoire qui a inspiré Ian Fleming pour écrire Bon baiser de Russie, car oui, James Bond, c'est aussi de l'histoire. Enfin, en avril 1963, avec 2 millions de $ de budget, commence le tournage à Istanbul, après que la Turquie ait accepté, mettant quand même en avant 2 restrictions. Les Turcs devaient être habillés comme les Européens, et le combat des 2 gitanes devait être tourné à Londres, en studio, car stop les clichés. Et c'est à ce moment-là que Saltzman émet l'idée de faire une scène pré-générique qui survivra à tous les Bonds.
Le générique en lui-même sera fait par Robert Brown-Jones, qui projettera le générique sur des danseuses du ventre, dont Raffole Fleming, mais toujours pas de chanson cependant. L'affiche sera elle dessinée par Eddie Paul, fidèle à l'esprit de la première. Finalement, le tournage finit en septembre 1963 et les critiques sont très positives. Le New York Times presse même tous les spectateurs à aller voir le film. Le film rapporte 78,8 millions de dollars, ce qui est encore plus grand que le premier film. L'engouement est toujours là, ce qui est plutôt rare pour une suite. Le film est cependant interdit en URSS, évidemment. Durant le tournage de Bon baiser de Russie, l'idée d'adapter le 7e roman de Fleming, Goldfinger, vient au producteur. Il a été écrit en 1958 et le film va changer pas mal de choses du roman. Il sera scénarisé par toujours Meybohm et 2 autres scénaristes qui vont écrire et réécrire le scénario jusqu'à qu'il soit fini. Il est logique que Terence Young reprenne le film, mais ce dernier demande trop d'argent. Conclusion, les 2 producteurs de Eon se tourneront vers Guy Hamilton, qui avait refusé quelques années auparavant de réaliser James Bond contre Dr No. Dans cette nouvelle aventure, 007 doit empêcher un millionnaire nommé Goldfinger de réaliser son opération secrète Grand Chelem, détruire Fort Knox, une base militaire abritant la réserve d'or des États-Unis. Avec 2,5 millions de dollars de budget, le tournage du film débute en janvier 1964 à Miami. Mais il y eut quelques soucis, notamment pour la scène à Fort Knox. Bon, déjà, il y a un truc très simple, ils n'ont pas pu tourner à Fort Knox. La raison, elle est aussi simple, c'est que personne ne peut aller dans les coffres de Fort Knox, même le président des États-Unis, donc en fait, très peu de gens savent à quoi ressemble l'intérieur. Ken Adam, revenu de Dr Folamour, dut donc imaginer de manière logique à quoi ça allait ressembler à l'intérieur. Et en plus, ils devaient filmer l'extérieur de Fort Knox, mais en fait, ils ne furent pas autorisés à le faire, et tout est en maquette, en fait. La James Bond Girl sera incarnée par Honor Blackman, s'étant fait remarquer avec la série à succès Chapeau melon et bottes de cuir. Le méchant, lui, posera quelques soucis. Après avoir envisagé 2-3 acteurs et abandonné Orson Welles, qui demandait un trop gros cachet, Saltzman voulut prendre Gert Freub, un Allemand assez connu en Europe, mais qui ne parlait pas un mot d'anglais. Il dut donc être doublé durant tout le film, et enfin, après avoir vu une émission de catch à la télé, le réalisateur, Guy Hamilton, enrôlera Tosh Togo, de son nom de scène, pour jouer le bras droit de Goldfinger. Ce dernier était, pour l'anecdote, ancien médaillé d'argent en haltérophilie. Posant encore une fois les bases des prochains 007, dont la Aston Martin DB5, voiture iconique de l'agent secret, évidemment, Goldfinger, c'est surtout le premier générique chanté de la franchise, ici par Shirley Bassey, même si Saltzman l'a détesté. La chanson devient un énorme tube, et le générique l'un des plus connus de la saga, reprenant l'idée de la projection sur les corps presque nus, technique au passage, reprise du mouvement Bauhaus. Il reprend aussi ce qui a été instauré dans les 2 premiers volets, comme la présence de 3 James Bond Girls par film, même si une reste vraiment dans les mémoires. Et évidemment, dans Goldfinger, il y a 2 scènes cultes. La première, c'est la James Bond Girl recouverte d'or, provoquant donc sa mort par asphyxie de la peau. Faut savoir que la scène a demandé 2 heures de maquillage avant. Et la deuxième, c'est évidemment le moment du laser, où le méchant essaye de couper James Bond avec un laser sur une table accrochée, qui a été repris maintes et maintes fois dans énormément de films. Autre anecdote au passage, c'était un vrai laser qui coupait vraiment, sauf qu'il était censé s'arrêter juste avant les parties intimes de Sean Connery, mais Sean Connery avait extrêmement peur que le truc ne s'arrête pas au bon moment. Ça aurait pu très mal finir. Malheureusement, 5 semaines avant la sortie du film, Ian Fleming meurt d'une crise cardiaque et ne verra jamais le film fini. Le film a remporté 125 millions de dollars, ce qui est la 3e meilleure performance pour un James Bond jusqu'à aujourd'hui. Il fut pendant longtemps le James Bond ayant le mieux marché en France, arrivant 2e au box-office de cette année-là. Mais évidemment, il fut doublé par Skyfall. Le seul souci, c'est qu'à l'époque, on apprend qu'en fait, l'acteur qui joue le méchant de Goldfinger,
aurait été un nazi de 1929 à 1937. Pour cette raison, le film fut interdit dans certains pays, dont en Israël. Et un jour, en fait, on apprend que, au contraire, oui, il était nazi, mais il a caché des juifs et sauvé des vies. Du coup, l'interdiction est levée très très vite après ça. Mais ceci dit, nous devons passer au prochain James Bond, et si je vous dis eau, palme, requin, etc., vous pensez évidemment à Opération Tonnerre. Et aussi au meilleur générique de tous les Sean Connery. So he strikes like thunderbolt. Et alors que la fameuse adaptation d'Opération Tonnerre va enfin voir le jour, c'est un enchaînement de problèmes, et le premier c'est que Sean Connery en a déjà marre et veut passer la main. Il trouve que les scénarios sont trop répétitifs et que le personnage de James Bond n'est au final pas très intéressant. Il dira que en fait Bond est né à 33 ans, qu'il n'a pas de famille, pas de passé, pas de background, en fait c'est juste un personnage comme ça mais on sait rien de lui, et du coup c'est pas très intéressant, mais bon, comme Sean Connery est sous contrat, l'histoire se règle assez vite, il sera obligé de le finir. Le second problème est plus compliqué. Il faut savoir que le film devait être adapté après James Bond contre Dr No, mais une sombre histoire empêcha tout ça. En 1959, 2 ans avant la sortie d'Opération Tonnerre en livre, Ian Fleming écrit un roman similaire avec Kevin McClory et Jack Whittingham. Pour différentes raisons, ce livre ne vit jamais le jour, mais en 1961, Fleming, de son côté, sort une copie presque conforme de ce livre, sous le nom d'Opération Tonnerre. Donc en 1963, McClory, l'un des auteurs, le poursuit pour plagiat et obtient les droits d'adaptation de l'œuvre. Ainsi, lorsque nos deux producteurs veulent adapter le film en 64, ils se dépêchent de signer un accord avec McClory pour qu'il participe au projet, l'empêchant de réaliser son propre film, et il obtiendra donc un gros pourcentage des recettes. D'ailleurs, au générique, on peut voir que les 3 auteurs sont cités, problème résolu. Et Opération Tonnerre, c'est une nouvelle mission dans laquelle James Bond va devoir récupérer une bombe atomique qui a été détournée par l'organisation Spectre. Bon, j'ai dit une, en réalité il y en a 2. Après une réunion avec tous les 00, d'ailleurs c'est le seul moment dans tout James Bond, pour l'instant en tout cas, où on voit tous les 00 réunis. Bref, après cette réunion, James Bond est envoyé aux Bahamas, c'est sympa quand même, les missions du MI6, et il devra donc affronter Largo, le numéro 2 de Spectre. Le générique est cette fois chanté par le grand Tom Jones, car Shirley et sa chanson Goldfinger n'étaient pas libres. Ce qui est drôle, c'est qu'à l'époque, en l'écrivant, John Barry s'est maintes fois demandé ce que voulait dire le titre original Thunderball. Ceci afin d'écrire les paroles de la chanson avec Don Black. Finalement, comme ils n'ont jamais trouvé la définition exacte, ils ont écrit « And he strike like Thunderball », faisant comme si Thunderball était un nom de code. Le tournage du film débute en février 1965 avec 9 millions de dollars de budget, soit bien plus que les précédents, on le notera, et à la réalisation revient Terence Young, qui avait réalisé les 2 premiers films, on rappelle. À l'affiche en James Bond Girl, nous avons encore une fois les 3 actrices, donc Claudine Auger, la première James Bond Girl française de la saga, mannequin et comédienne, elle sera accompagnée par Largo, le numéro 2 de Spectre, joué par l'italien Adolfo Celli. Et donc, le thème principal de Thunderball, c'est bien sûr la bombe atomique. Il faut dire que ce joujou est depuis 1945, et donc Hiroshima et Nagasaki, la menace qui plane sur le monde est l'arme de destruction par excellence. Normal que le Spectre souhaite s'en emparer. Notons que le film sort en pleine course à l'armement de cette dernière. Nous sommes durant la guerre froide en 1960, la France est équipée de la bombe atomique, s'ensuivra la Chine en octobre 1964, et ainsi, les 5 pays détenteurs de cette arme formeront le Club des 5. Opération Tonnerre, lui, sort moins d'1 an après, comme quoi les missions de 007 sont souvent en adéquation avec leur temps.
deuxième James Bond le plus lucratif de l'histoire avec 141 000 millions de dollars de recettes. Les critiques sont excellentes et pour tout le monde, chaque 007 est meilleur que le précédent. À chaque fois, les missions, les gadgets sont plus inventifs les uns que les autres et avec le fameux réacteur dorsal de Bond, 007 devient une légende du cinéma. Les producteurs à l'époque savent déjà que James Bond va marquer le 7e art à vie et le film remporte même un Oscar pour les meilleurs effets visuels grâce à la fameuse bataille sous l'eau à la fin du film. Il faut savoir que cette scène était une énorme prouesse technique à l'époque. Malheureusement, la fameuse légende que chaque James Bond est meilleur que le précédent va s'arrêter très vite avec le prochain qui sera On ne vit que deux fois. Sean Connery est de plus en plus las de devoir jouer James Bond, et enfin avec ce film, il arrive à la fin de son contrat avec 5 James Bond en 6 ans. Mais pourtant, les producteurs sont pas du tout du même avis, Eux, ils veulent garder Sean Connery, la poule aux œufs d'or, et continuer la licence. Abandonnant alors Terence Young, ils vont demander à Lewis Gilbert, qui vient de remporter le prix spécial du jury à Cannes, grâce à Alfie le Dragueur, de réaliser le film. Bien que l'envie lui manque, il se fait convaincre par les deux compères et embarque finalement dans l'aventure. Voulant ensuite de la nouveauté dans les scénarios, c'est cette fois Richard Maybaum, scénariste depuis le premier volet, on rappelle, qui sera délaissé, cela au profit de deux célèbres scénaristes, Sidney Boehm et Harold Jack Bloom, qui écriront chacun une version du scénario qu'ils rendront au moment de la sortie d'Opération Tonnerre. C'est là que survint l'idée d'intégrer l'écrivain Roald Dahl, qui avait bien connu Ian Fleming, au projet, faisant ainsi de lui le scénariste du film, qu'il remet au producteur en 1966, bien que son scénario intègre certaines idées des autres. Faut dire que Roald Dahl aimait beaucoup 007. C'est d'ailleurs le premier à avoir mis en avant la théorie des 3 Bond Girls. La première est toujours la victime innocente, la deuxième est toujours la méchante, et la troisième est la gentille qui survit. D'ailleurs, parlons des James Bond Girls dans ce film, parce que ce fut assez compliqué. À l'époque, des actrices nippones qui parlent anglais, il n'y en a pas 35. Moralité, 2 furent sélectionnées et devaient partir à Londres pour perfectionner leur anglais. Pourtant, rien n'y fait, elles seront finalement doublées quand même. La troisième Bond Girl, la méchante, est incarnée par la seule actrice allemande à avoir été une James Bond Girl, qui est donc Karine Dor. Pour les producteurs, aucun méchant n'était assez bon pour jouer méchante du spectre, donc en fait ils prirent un peu à la va-vite Donald Pleasence, et donc ça fait que ce James Bond a peut-être le casting le plus battant de l'aile de l'histoire de James Bond. Enfin bref, pour cette adaptation du 10e roman de Fleming, Nancy Sinatra sera là pour nous chanter le tendre et mélodieux générique du film, qui cette fois se passera, comme dit, au Japon. Car oui, ici, ce pays est suspecté de vouloir provoquer un conflit armé entre les États-Unis et l'URSS. Nous sommes bien, on le rappelle, en pleine guerre froide. Et qui va enquêter sur toute cette sombre affaire, c'est bien sûr... Bond. James Bond. Donc direction le Japon pour toute l'équipe technique, et tout d'abord pour faire les repérages. Comme dans tout Bond qui se respecte, il nous faut une base secrète. Cette fois, un château fort. Souci, il y en a pas sur l'archipel. Par contre, des volcans, ça y en a pas qu'un. Ça ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd qu'Anne Adams, notre fidèle décorateur, va donc imaginer une base sous les volcans et en dessine les plans sans se priver. Petite base qui ne mobilisera que 250 ouvriers pour 5 mois de fabrication, 7 jours sur 7, et qui ne coûtera que 1 million de dollars, soit une grande partie du budget du film qui fut de 9,5 millions de dollars. Le tournage débute en juillet 1966 et le énième problème de ce film, c'est que on sait que Sean Connery en a complètement marre, mais en plus, au Japon, c'est une énorme star. Comme beaucoup de stars au Japon, je sais pas pourquoi, ils sont 10 fois plus connus. Donc, durant le tournage d'On ne vit que deux fois, il fut légèrement, très très légèrement, à dose de fans, de paparazzi, etc., harcelé
par tout le Japon, et donc il en a eu franchement très marre, assez rapidement. Il menace d'arrêter tout et Lewis Gilbert, le réalisateur, devra placer 12 gardes du corps à côté de lui. Et l'autre souci, c'est que le réalisateur voulait tourner des scènes avec des ninjas. Sauf qu'en fait, il s'est pas rendu compte qu'il y avait plus de ninjas au Japon depuis des années. Du coup, il a dû engager des cascadeurs pour faire des faux ninjas, enfin bref. Donc ce film plein de complications sortira le 12 juin 1967 en Angleterre. Et il marchera plutôt bien, même si c'est pas le triomphe des deux précédents. Et c'est dommage parce qu'ils ont essayé de changer quelques trucs à la licence, de se renouveler, et en fait ça a pas vraiment marché. Après, le film remporte quand même un peu plus de 110 millions de dollars de recettes, ce qui est franchement très bien et qui rentabilise très très facilement leur budget. Mais quand même, il faut savoir qu'à l'époque, ce James Bond était le James Bond avec le plus de budget. C'est aussi pour ça que c'est sûrement celui qui a le plus mal vieilli. Il y a beaucoup d'effets spéciaux de l'époque parce qu'on a mis beaucoup de budget dedans, et c'est assez regardable à certains moments. Dommage parce que c'est le dernier Sean Connery. Enfin, pas vraiment, on va en reparler après. Fin 1967, comme Sean Connery quitte tout, en a marre et arrête de jouer James Bond, Saltzman et Broccoli vont devoir trouver un nouvel interprète pour leur agent secret. Ils ne veulent pas un autre Sean, une copie conforme, mais ils veulent quand même quelque chose qui se rapproche de cette idée. Et là, ils ont quelques idées qui leur viennent. La première, c'est celle de Saltzman, engager Timothy Dalton, alors âgé de 22 ans, pour le rôle. La seconde, c'est celle de Broccoli, prendre Roger Moore qui a 41 ans. Manque de bol, les deux acteurs refusent, pour des raisons diverses, et il va falloir passer des auditions. Durant ces dernières, un acteur australien de 29 ans, ancien mannequin assez sportif, mais pas du tout acteur, sort du lot, George Lazenby, et il est donc engagé été 1968. Donc là, il faut la jouer très finement. Maybaum, le fameux scénariste de James Bond, invente quelques ruses pour que le changement d'acteur soit logique dans la saga, mais les producteurs et les distributeurs sont un peu réticents et vont plutôt penser à mettre des vedettes en second rôle et pas trop s'occuper du personnage principal. Ainsi, ils vont demander à Brigitte Bardot de jouer la James Bond girl du film, mais cette dernière sera prise pour jouer dans un western avec, Sean Connery. Ils pensent tout de suite à la française Catherine Deneuve, qui refusera également, de peur d'être ensuite cantonnée à ce rôle, et finalement, c'est l'anglaise Diana Rigg, sortie tout droit de la série Chapeau melon et bottes de cuir, encore une, oui, qui aura le rôle. Donc, pour jouer le méchant Blofeld, on va prendre l'acteur Telly Savalas, donc un acteur grec, et pour la réalisation, on prendra Peter Hunt, qui est en fait l'ancien monteur des anciens James Bond. Bon, en réalité, l'histoire, c'est pas qu'ils ont pris le monteur et l'ont foutu réel, c'est que durant le montage de On ne vit que deux fois, c'était hyper catastrophique. C'était vraiment horrible pour monter ça, et Broccoli a promis à Peter Hunt que s'il sauvait tout ça, il pourrait être réalisateur sur le prochain film, et c'est ce qui s'est passé. Avec un générique chanté par Louis Armstrong et nommé We Have All the Time in the World, évoquant la dernière page de ce 11e roman de Fleming, cette fois, James tombe amoureux d'une femme, pour de vrai oui, après l'avoir sauvée du suicide. La jeune femme est en réalité la fille d'un des parrains les plus puissants de la mafia corse, mais ce n'est pas tout. Bond doit aussi affronter son ennemi numéro 1, vous avez compris le jeu de mots, Blofeld, qui prépare la propagation d'un virus capable de stériliser l'humanité. En voilà un beau scénario. Bref, le tournage commence avec un budget de 6 millions de dollars en Suisse en automne 1968, car oui, au service de Sa Majesté, c'est surtout des beaux plans de descente à ski et des beaux chalets qui contrastent bien avec les plages d'Opération Tonnerre, se rapprochant beaucoup d'un certain film Spectre, sorti en 2016, mais ça, on en reparlera quand on abordera ce cher Daniel. Enfin, il n'y eut qu'un film avec Lazenby, et il y a 2 raisons à ça. La première, c'est que le film fait un flop et remporte 2 fois moins de recettes que son prédécesseur. Et c'est assez drôle parce qu'aujourd'hui, ce James Bond est considéré comme un des meilleurs James Bond. Même si selon beaucoup de magazines, dont les Rock, Lazenby est un Bond assez brutal et sans charisme.
Donc la performance de l'acteur est évidemment critiquée à l'époque par la presse, et il faut savoir qu'en fait ce dernier avait pris énormément la grosse tête sur les plateaux de tournage, ce qui a énormément énervé les producteurs, et c'est la deuxième raison de pourquoi ils l'ont viré et qu'il n'a fait qu'un film. Donc ils n'ont plus de Bond, les deux producteurs ne savent pas comment ils vont faire, et ils vont donc implorer Sean Connery en lui proposant des sommes un petit peu extravagantes pour tourner un dernier, The Last One, James Bond. Les diamants sont éternels. Diamonds are forever. They are all I need to please me. Mais Sean Connery n'a pas encore accepté. Les deux producteurs ont assez mal pris la poussée de prétention de George Lazenby, et là, ils savent qu'ils doivent relancer la licence pour pas qu'elle bide à jamais. Et donc, ils décident de trouver un nouvel acteur pour incarner 007. Les castings avancent donc, et beaucoup d'acteurs américains sont pressentis pour le rôle. Celui qui se détache des autres, c'est John Gavin, un Américain ayant joué dans Spartacus de Kubrick, ou même dans Pas de rose pour OSS 117, le rôle d'espion lui étant donc familier. Ce dernier décroche le rôle et doit signer son contrat en janvier 1971, mais c'est sans compter qu'en parallèle, les studios essayent de récupérer Sean Connery, lui proposant un contrat à 1,2 million de dollars. Sean acceptera donc de jouer dans son dernier 007, si l'on accepte Jamais plus jamais, qui est indépendant de la Eon Production. La James Bond girl principale sera jouée par Jill St. John, la première américaine à avoir ce rôle, et Guy Hamilton, le réalisateur de Goldfinger, reviendra au plus grand bonheur de tous pour compléter cette équipe gagnante, toujours composée des mêmes personnes qu'Anne Adam, Membaum, John Barry et j'en passe. Le film se déroule aux États-Unis, surtout à Las Vegas, mais il y a quelques détours comme en Afrique du Sud, etc. Cette fois donc, notre agent secret va devoir enquêter sur la disparition de diamants en Afrique du Sud, et pour ça, il va affronter plusieurs méchants, dont deux gays. Voilà, après une lesbienne dans Goldfinger, faut être ouvert avec James Bond et surtout avec Guy Hamilton. Contrairement au roman, le 4e de la série pour rappel, on retrouve dans le film le milliardaire Willard White, clin d'œil au vrai Howard Hughes, milliardaire présenté dans le film Aviator de 2004 avec Leonardo, au passage. Ce dernier était un ami de Broccoli et le producteur aurait rêvé de lui durant l'écriture du scénario, décidant donc de le rajouter à l'histoire. Donc pour voir Sean Connery une dernière fois incarner l'agent secret, on sait tous que ce n'est pas vraiment la dernière fois, mais voilà. Eh bien, le public est curieux et va voir le film. Avec un budget de 7,2 millions de dollars, eh ben, le film en rapporte 116 millions. On rappelle, c'est plus que On ne vit que deux fois. Et le public, même s'il trouve que le James Bond est un peu à part des autres, eh bien, est heureux de retrouver Sean Connery pour une presque dernière fois. Et le film marche, se retrouvant presque premier dans tous les box-office des pays où il est sorti, et c'est ainsi que se termine l'aventure Sean Connery. Mais James Bond n'est pas mort. Il devra simplement survivre au changement d'interprète, ce qui, on le sait tous, se fera même plusieurs fois, non sans mal. Alors Sean Connery, considéré par beaucoup comme le meilleur 007, en a fait rêver beaucoup. Mais son successeur n'est pas des moindres, et sera même celui qui fera le plus de Bond de tous, pour le pire et le meilleur. Son nom, évidemment, c'est Roger Moore. When you were young and your heart wasn't open